Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange? Plus tu as des réflexions profondes, plus tu as le sentiment d'être isolé. Plus tu comprends et analyses les choses, moins les gens autour de toi ont envie de t'écouter. Et tu finis par te demander si le problème vient de toi. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas le cas, ce n'est pas dans ta tête. La société a toujours eu peur des penseurs profonds, pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils voient ce que les autres ne veulent pas voir. Et l'histoire le prouve, de Socrate à Nietzsche, de Galilée à Tesla. Des esprits brillants qui ont été ridiculisés, réduits au silence, voire même ignorés. Pas parce qu'ils manquaient d'intelligence, mais parce qu'ils mettaient les autres mal à l'aise. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus brutalement honnêtes, pensait que l'intelligence elle-même était une malédiction. Une malédiction qui isole celles et ceux qui voient le monde trop clairement. Dans cette vidéo, nous allons nous poser cette question. Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi la société résiste-t-elle autant à celles et ceux qui pensent différemment? La réponse, elle est humaine. Et elle se cache dans la psychologie la plus primitive. Pense à ceci. Quand tu te tiens à côté de quelqu'un de physiquement fort, tu ne te sens pas forcément faible. Tu peux même admirer sa force. Quand tu rencontres quelqu'un de riche, tu peux l'envier, mais tu ne te sens pas personnellement attaqué par sa richesse. En revanche, quand tu fais face à quelqu'un d'intelligemment supérieur, quelque chose d'étrange se produit. Les psychologues appellent cela l'effet miroir. Un penseur profond n'apporte pas seulement de nouvelles idées, il renvoie aux autres leurs propres limites. Et ça, beaucoup ne le pardonnent pas. La simple présence de quelqu'un qui pense en profondeur peut faire naître un sentiment d'infériorité, même si ce penseur ne dit rien. Mais alors, pourquoi l'intelligence provoque-t-elle plus d'inconfort que n'importe quelle autre forme de supériorité? Pour le comprendre, il faut regarder comment l'esprit humain fonctionne vraiment. Quand quelqu'un est physiquement plus fort, on peut le voir comme un protecteur, comme un leader. Quand quelqu'un est plus riche, on peut admirer sa réussite ou aspirer à faire pareil. La force, l'argent, la beauté, ce sont des qualités externes, on les reconnaît, mais elles ne remettent pas forcément en cause qui tu es. L'intelligence, elle, fonctionne autrement. Elle est directement liée à l'identité de la personne, à la manière dont tu te définis, à ce que tu crois savoir, à ta vision du monde. Nous nous définissons par nos pensées, par nos croyances, par notre compréhension de la réalité. Alors quand tu rencontres quelqu'un qui pense en profondeur, quelqu'un qui questionne ce que tu prends pour acquis, cela peut être ressenti comme une attaque directe contre ton identité. Ce n'est pas de l'admiration qui surgit, c'est une résistance silencieuse. Pas parce que le penseur profond est arrogant, pas parce qu'il cherche à écraser les autres, mais parce que sa simple existence force chacun à regarder ses propres limites. Et l'ego humain fera presque n'importe quoi pour éviter ce face-à-face inconfortable. C'est pour cette raison que, tout au long de l'histoire, les penseurs profonds ont été repoussés en marge de la société. Leurs idées ne défient pas seulement les opinions, elles défient les égos. Et c'est là que le véritable rejet commence. Prends un instant avec moi pour observer ta propre vie. Est-ce que tu as déjà essayé d'introduire une idée profonde dans une conversation banale, pour recevoir en retour des regards vides ou un silence gêné? Est-ce que tu as déjà remarqué comment les sujets changent rapidement dès que la discussion dépasse l'aspect superficiel? Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme de défense. Quand quelqu'un fait face à un penseur profond, son esprit entre en mode autopréservation. Au lieu d'être curieux, il va résister. Au lieu d'explorer, il va rejeter. Et au lieu d'écouter, il va minimiser. C'est pour cette raison que tant d'intellectuels, de philosophes et de visionnaires se retrouvent isolés. Pas parce qu'ils veulent être seuls, mais parce que la société les repousse. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant. Dans les contextes sociaux, la confiance en soi est souvent plus valorisée que l'intelligence. Les gens sont attirés par celles et ceux qui affichent des certitudes, même quand leurs idées sont creuses. C'est ainsi que des penseurs simplistes, mais charismatiques, obtiennent plus d'influence que des esprits profonds qui parlent avec nuance. L'histoire en est remplie. Des leaders populistes, des gourous de la motivation, des influenceurs viraux sur les réseaux sociaux. Ils prospèrent en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pendant ce temps, ceux qui questionnent les croyances dominantes peinent à trouver une audience beaucoup plus large. C'est le paradoxe de l'intelligence. Plus tu cherches la vérité, plus tu t'éloignes de la majorité. Mais ce rejet n'est que la surface. Parce que lorsqu'on rentre en profondeur, quelque chose de bien plus ancien est à l'œuvre. C'est là que tout devient vraiment intéressant. Mais la question demeure. Si l'intelligence dérange autant, est-ce qu'il existe une preuve scientifique que les gens en ont réellement peur? La neuroscience moderne répond que oui. Des études montrent que lorsqu'une personne se sent intelligemment inférieure, son amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et à la détection des menaces, s'active fortement. En clair, la pensée profonde n'est pas seulement intimidante, elle déclenche une réaction de survie. Mais pourquoi est-ce que l'intelligence active-t-elle les mêmes circuits qu'un danger physique? La réponse se trouve
dans notre évolution. Pendant l'immense majorité de l'histoire humaine, la survie ne dépendait pas du fait d'être le plus intelligent du groupe, mais d'en faire partie. Nos ancêtres vivaient en tribu, et être rejeté du groupe pouvait signifier la mort. L'isolement rendait vulnérable. C'est pour cela que notre cerveau est programmé pour privilégier l'acceptation sociale plutôt que la quête de vérité. Quand une personne très intelligente entre dans un environnement social, elle perturbe sans le vouloir l'équilibre du groupe. Elle remet en question les idées établies, les normes implicites, les hiérarchies silencieuses. Le cerveau des autres réagit alors comme face à un ennemi potentiel. Non pas parce qu'il y a une attaque réelle, mais parce que la stabilité du groupe semble menacée. C'est pour cette raison que tant de penseurs profonds se sentent rejetés. Pas parce qu'ils manquent de compétences sociales, mais parce que leur intelligence les fait sortir du rang dans un monde qui valorise le fait de s'intégrer bien plus que celui de se distinguer. Et ce mécanisme va encore beaucoup plus loin, car selon le contexte, la menace n'est pas perçue de la même manière. Et c'est exactement là que la dynamique devient brutale. Une étude menée en 2021 à l'université de Stanford a révélé quelque chose de troublant. La perception des penseurs profonds dépend fortement du contexte. En tête à tête, les gens se sentent moins menacés. La discussion peut même devenir authentique. Mais dans des situations de groupe, la réaction change radicalement. La peur augmente, la tension monte. Mais pourquoi ? Parce qu'en groupe, le statut social devient central. Les gens ne réagissent pas seulement à l'intelligence en elle-même. Ils réagissent à ce que les autres pourraient penser de par comparaison. Si quelqu'un se sent éclipsé par un penseur profond, il cherchera instinctivement à le rabaisser, à l'exclure, à le discréditer. Pas par méchanceté consciente, mais pour protéger sa place dans la hiérarchie sociale. C'est ce qui explique pourquoi les penseurs profonds peuvent vivre des échanges sincères en privé, mais se sentir invisibles, mal à l'aise, ou rejetés dans les environnements sociaux larges. Et ce n'est pas fini, car certains biais cognitifs viennent amplifier ce rejet, et ils sont profondément enracinés dans l'esprit humain. C'est là que l'illusion devient totale. Les psychologues ont identifié plusieurs biais cognitifs qui explique pourquoi l'intelligence rencontre autant de résistance. Le premier, c'est l'effet Dunning-Kruger. Les personnes peu compétentes ont tendance à surestimer leur propre intelligence. À l'inverse, les personnes réellement intelligentes doutent souvent d'elles-mêmes. Cette asymétrie crée une friction. Ceux qui savent peu croient savoir beaucoup et rejettent facilement ceux qui pensent plus loin. Le deuxième biais, c'est le biais du statu quo. Le cerveau humain préfère ce qui lui est familier, ce qui lui est connu, ce qui ne demande pas d'effort. Le problème, c'est que l'intelligence introduit des idées nouvelles, complexes, déconcertantes parfois. Et cela provoque un inconfort immédiat. Le troisième effet, c'est l'effet de retour de flamme. Quand une personne est confrontée à une information qui contredit ses croyances, elle ne change pas d'avis, elle s'y accroche encore plus. Les penseurs profonds font souvent face à cette réaction lorsqu'ils remettent en question des idées largement acceptées. Et à l'ère du numérique, ce rejet est beaucoup plus amplifié. Les réseaux sociaux ne récompensent pas la profondeur, ils récompensent l'engagement. Les contenus émotionnels, provocateurs, simplistes, se propagent plus vite que les réflexions nuancées. Regarde bien ce qui devient viral sur les réseaux. Des phrases courtes, des slogans, des raccourcis. La nuance, elle, demande plus de temps. Et plus une idée est profonde, plus il est difficile de la compresser en format viral. Résultat, la société privilégie le divertissement à l'éveil spirituel. Et pour les penseurs profonds, trouver une reconnaissance réelle devient encore plus difficile. Mais ce rejet n'est pas seulement social, il est biologique, même psychologique, voire même culturel. Et il est profondément enraciné dans la nature humaine. Alors la vraie question n'est plus pourquoi tu te sens à l'écart. La vraie question, c'est ce que tu fais avec cette lucidité. Parce que c'est là que tout bascule. Mais si la société résiste autant à l'intelligence, qu'est-ce qu'elle cherche réellement à préserver ? Tu vas voir, la réponse, elle est simple. Elle se résume en deux mots, le confort. Un monde où la prévisibilité est préférée à la vérité. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus lucides et les plus impitoyables de l'histoire, pensait que l'intelligence n'était pas un cadeau, mais un fardeau. Contrairement à d'autres penseurs qui voyaient l'intelligence comme la clé du succès et du bonheur, Schopenhauer affirmait que plus un individu est intelligent, plus il lui est difficile de se connecter à la société qui l'entoure. Parce que sa philosophie reposait sur une idée centrale, ce qu'il appelait la volonté. Selon lui, la plupart des êtres humains sont gouvernés par une force aveugle, irrationnelle, qui dirige leurs désirs, leurs choix et leurs comportements, la volonté de vivre. Cette volonté pousse les individus à rechercher le plaisir, le confort, la sécurité avant toute chose. Mais les penseurs profonds fonctionnent différemment. Au lieu de suivre aveuglément leurs instincts, ils développent une volonté de vérité, un besoin irrépressible de comprendre le réel, même si cela mène à l'inconfort, à la désillusion, à la solitude. Là où la majorité cherche
cherchent à éviter les vérités difficiles. Le penseur profond les affronte. Et c'est précisément ce qui crée la fracture. La société cherche le plaisir. Le penseur cherche la vérité. Deux trajectoires incompatibles. Mais Schopenhauer allait encore plus loin. Il pensait que plus un individu comprend la nature humaine, plus il lui devient difficile de se relier aux autres. Mais pourquoi, me demanderais-tu? Parce qu'il voit à travers les masques, à travers les mensonges polis, à travers les jeux de statut social. La majorité des interactions sociales reposent sur des conventions, du bavardage, des rôles implicites, des illusions nécessaires. Mais le penseur profond ne s'y reconnaît pas. Il valorise la vérité plus que l'apparence, la lucidité plus que l'acceptation sociale. Et cela crée un décalage. Là où beaucoup trouvent du sens dans les relations, le divertissement, la routine, le penseur profond ressent souvent une forme de vide, non pas par mépris, attention, mais parce qu'il perçoit ces choses comme des distractions face à des questions plus fondamentales. Schopenhauer affirmait aussi que le désir et l'ambition étaient en grande partie des illusions. La plupart des gens courent après l'argent, le pouvoir, les relations, sans jamais questionner le sens réel de ces poursuites. Le penseur profond, lui, s'arrête. Il questionne, il doute. Et cette distance intérieure le fait paraître froid, indifférent ou inaccessible aux yeux des autres. Mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est le prix d'une conscience plus aiguë. Et ce prix, peu sont prêts à le payer. Car plus tu vois clair, plus il devient difficile de participer à un monde qui préfère les illusions à la lucidité. Et cette lucidité ne laisse jamais indemne. Pour Schopenhauer, l'intelligence et le bonheur n'avançaient pas dans la même direction. Il pensait même qu'ils étaient souvent opposés. Selon lui, ce n'est pas la sagesse qui rend heureux, mais l'ignorance. Parce que plus tu comprends le monde, plus tu perçois ses failles, ses absurdités, ses contradictions. Et plus tu prends conscience de la souffrance humaine, de la vanité des désirs et de la répétition des erreurs. Schopenhauer comparait l'intelligence à une conscience amplifiée, une lucidité accrue qui rend impossible le fait d'ignorer. Plus tu vois, moins tu peux faire semblant. Plus tu comprends, plus il devient difficile de te satisfaire des plaisirs simples que la majorité poursuit sans se poser de questions. C'est pour cela que tant de penseurs, à travers l'histoire, ont traversé des périodes de mélancolie, de crise existentielle et de profonde solitude. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient lucides. Schopenhauer affirmait qu'un haut degré d'intelligence tend à rendre un homme peu sociable, non par choix, mais par conséquence. Parce que lorsque tu comprends trop bien la nature humaine, il devient difficile de t'y fondre sans te trahir. Et cette tension intérieure entre lucidité et appartenance est l'un des fardeaux les plus lourd à porter. Mais Schopenhauer ne s'est pas contenté de poser un diagnostic. Il a aussi proposé une voie possible. Et c'est là que le discours change. Schopenhauer ne s'est pas arrêté au constat. Il a aussi proposé des réponses. Pour lui, si l'intelligence conduit souvent à la solitude, cette solitude n'est pas une punition. C'est un espace de liberté. Il invitait les penseurs profonds à embrasser la solitude, non pas comme un manque, mais comme un privilège. Un temps pour penser, pour créer, pour observer. Plutôt que de chercher la validation de la société, il encourageait à investir cette énergie dans des activités intellectuelles et créatives. Écrire, lire, comprendre. Schopenhauer conseillait aussi de chercher les esprits semblables, sans tenter de convaincre la majorité. Si tu ne peux pas trouver ces personnes autour de toi, tu peux les trouver dans des livres, dans la philosophie, dans les œuvres de grands penseurs. Il rappelait une chose essentielle. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as besoin des bonnes personnes autour de toi. Enfin, il recommandait d'interagir avec le monde avec discernement. Ne pas exposer tes idées les plus profondes à des personnes qui ne sont pas prêtes à les entendre. Observer avant de parler, comprendre les dynamiques sociales, choisir tes mots, pas par peur, mais par sagesse. Car partager la vérité sans tenir compte du contexte conduit souvent au rejet inutile. Selon Schopenhauer, la lucidité doit s'accompagner de stratégie. Et cette stratégie permet de préserver à la fois ta profondeur et ton équilibre intérieur. Mais une question demeure. Si la solitude est inévitable, est-ce que c'est la fin du chemin ou le début d'une autre forme de liberté? C'est là que l'histoire humaine entre en jeu. Si tu t'es déjà senti incompris à cause de ta manière de penser, sache une chose, tu es loin d'être seul. À travers l'histoire, certains des esprits les plus brillants n'ont jamais été célébrés de leur vivant. Ils ont été ridiculisés, persécutés ou simplement ignorés. Leurs idées étaient jugées dangereuses, dérangeantes, trop en avance. Et c'est précisément pour cela qu'ils ont souffert. Regarde Socrate. Il passait sa vie à questionner les croyances établies, à pousser les gens à penser par eux-mêmes. Son véritable crime n'était pas de corrompre la jeunesse, c'était d'encourager l'esprit critique. Plutôt que de renier ce qu'il pensait juste, il a accepté la mort. Galilée, lui, n'a fait que dire la vérité. En affirmant que la Terre ne se trouvait pas au centre de l'univers, il a menacé des siècles de dogmes. Résultat, il a été réduit au silence, contraint de renier publiquement ses propres découvertes.
Nietzsche, trop radical, trop lucide, a été perçu comme fou. Ses idées ont été rejetées, mal comprises, puis redécouvertes bien plus tard. Tesla rêvait d'un monde où l'énergie serait libre, accessible à tous. Mais ses idées menaçaient ceux qui détenaient le pouvoir. Il est mort seul, pauvre, pendant que d'autres bâtissaient des fortunes sur ses travaux. À chaque époque, le même schéma se répète. Celui qui voit trop tôt paie le prix de sa lucidité. Et la société ne reconnaît l'intelligence qu'une fois qu'elle ne la met plus en danger. Mais l'histoire n'est pas terminée, car comprendre ce schéma, c'est déjà commencer à s'en libérer. À chaque époque, les penseurs profonds ont connu le même sort. Leurs idées n'étaient pas simplement nouvelles, elles étaient trop avancées pour leur temps, et c'est précisément pour cela qu'elles ont été rejetées. La société ne rejette pas l'intelligence parce qu'elle est fausse, elle la rejette parce qu'elle menace l'ordre établi. Regarde ce qui se passe toujours. Quand une idée bouscule les croyances dominantes, elle n'est pas accueillie comme une opportunité, elle est perçue comme un danger, parce qu'elle l'oblige à changer, à remettre en question, à perdre des certitudes. Et la majorité préfère la stabilité à la vérité. La société aime célébrer les penseurs du passé, une fois qu'ils sont morts, une fois que leurs idées ne dérangent plus personne. Galilée est aujourd'hui un génie, Van Gogh vaut des millions, Tesla est devenu une icône, mais de leur vivant, ils étaient des problèmes à éliminer. C'est une loi silencieuse de l'histoire. La société n'embrasse jamais l'intelligence au moment où elle en a besoin. Elle l'embrasse quand elle ne la menace plus. Alors si tu te sens rejeté aujourd'hui pour ta manière de penser, pose-toi cette question. Et si ce rejet n'était pas la preuve que tu te trompes, mais la preuve que tu arrives trop tôt? Et cette question mène directement à la dernière partie. Car il y a une chose qu'il reste à comprendre. Que faire quand on voit clair dans un monde qui préfère rester aveugle? Si l'histoire nous apprend une chose, c'est que la société n'est pas construite pour accueillir les penseurs profonds. Elle est construite pour maintenir la stabilité. La majorité des gens préfèrent le confort à la vérité. C'est pour cela que les conversations superficielles, les idées simples et les contenus répétitifs dominent l'espace social. Parce que le cerveau humain cherche avant tout la certitude et la prévisibilité. L'évolution nous a programmés pour éviter l'inconfort mental. Les psychologues appellent cela la facilité cognitive. Le cerveau préfère les informations simples, familières, faciles à traiter. Quand une idée est complexe, nuancée ou nouvelle, elle demande plus d'énergie. L'esprit la perçoit comme potentiellement dangereuse. Il y a aussi la théorie de la justification du système. Même quand un système ne fonctionne pas, beaucoup préfèrent le défendre plutôt que le remettre en question. Parce que le changement fait peur. Le conformisme joue aussi un rôle clé. La plupart des gens préfèrent adopter les croyances dominantes plutôt que de risquer le rejet social. C'est pour cela que la dissidence intellectuelle est si mal tolérée. Et ce mécanisme ne s'arrête pas aux individus. Il est inscrit dans les institutions. L'école prétend valoriser l'intelligence, mais elle récompense surtout l'obéissance. Ceux qui mémorisent et répètent réussissent. Ceux qui questionnent dérangent. Dans le monde du travail, ce ne sont pas toujours les plus lucides ou les plus innovants qui montent. Ce sont ceux qui s'intègrent le mieux au système existant. Même en politique, les discours rationnels et honnêtes perdent souvent face à ceux qui flattent les peurs et les désirs des autres. Alors non, le monde n'est pas injuste par hasard. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. La vraie question devient alors, comment avancer quand tu vois clair, sans te perdre, sans te trahir et sans te laisser broyer? Et c'est précisément ce que nous allons aborder maintenant. Si tu t'es déjà senti rejeté pour ta manière de penser, comprends bien ceci, tu es en bonne compagnie. Alors abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et lâche ton petit like. Parce que tout au long de l'histoire, les esprits les plus lucides ont payé le prix de leur avance. Ils n'étaient pas défectueux, ils étaient simplement en décalage avec leur époque. La société n'est pas conçue pour évoluer trop vite. Elle avance lentement, par inertie. Et ceux qui voient plus loin se heurtent toujours à cette résistance. Cela ne signifie pas que tu es condamné à l'isolement. Cela signifie que tu dois apprendre à naviguer intelligemment. Tout le monde n'est pas prêt pour des conversations profondes. Tout le monde n'a pas la capacité ou le désir de remettre en question ses croyances. Alors protège tes idées les plus précieuses. Garde-les pour celles et ceux qui savent écouter. Tu n'as pas besoin d'être compris par des millions de personnes. Tu as juste besoin des bonnes personnes autour de toi. Celles qui voient, celles qui ressentent, celles qui pensent avec toi. Les plus grands penseurs ont toujours su rendre leurs idées accessibles sans les appauvrir. Einstein le disait, si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, c'est que tu ne le comprends pas encore assez. La profondeur n'exige pas la complexité permanente, elle exige la clarté. Et cette clarté est une force. Mais il reste une dernière chose à comprendre. Voir clair ne suffit pas. Encore faut-il savoir quoi faire de cette lucidité. Et c'est exactement là où tout se joue. Voir clair te met à part, c'est vrai. Mais l'histoire le montre aussi. Ce sont toujours les penseurs profonds qui ont fait avancer l'humanité. La société peut les craindre, les rejeter, les ignorer. Mais elle finit toujours par marcher sur les traces de ceux qu'elle a refusé d'écouter. Si tu t'es senti seul dans ta manière de penser, n'en conclus pas que quelque chose ne va pas chez toi. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas déficient. Tu perçois simplement le monde tel qu'il est. Et cette lucidité a un prix, mais elle a aussi une valeur immense. La question n'est donc pas de savoir si la société acceptera un jour les penseurs profonds. La question est de savoir si toi, tu es prêt à accepter ce que tu vois, à vivre avec cette conscience, à la transformer en force intérieure, en discipline,
discipline, en direction. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'esprits capables de voir clair sans se perdre. Et si cette vidéo a résonné en toi, partage-la. Parce que la lucidité sans maîtrise mène à l'isolement. Mais la lucidité alliée à la stratégie mène à la liberté. Mais voici une autre vérité troublante. Comprendre pourquoi ton intelligence t'isole est une chose. Mais comprendre comment la société te vole ton pouvoir à travers la socialisation, ça en est une autre. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi ton besoin constant de compagnie n'est pas un signe de force, mais souvent un réflexe de fuite. Et comment le silence, lorsqu'il est choisi, devient une arme intérieure. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que ton mental ne te persuade que retourner dans le bruit est plus sûr que de rester lucide.